Nous sommes à Lorient, située au cœur d'une rade, entre mer et rivière. La cité portuaire de 57 000 habitants est la première ville du Morbihan. Lorient est assez connu, et notamment pour son port de pêche, qui est l'un des plus importants d'Europe. C'est une ville qui a été entièrement détruite par des bombardements, qui a donc été reconstruite peut-être à 90%. Le 13 juillet 2011, en pleine saison estivale, deux amis embarquent à bord de leur voilier. Mais cette sortie en mer va vite tourner au cauchemar. Il voit une valise très volumineuse qui flotte entre deux eaux dans la rade de Lorient. Puis ils se rapprochent de la valise avec leur bateau. Ils imaginent qu'il y a peut-être de la drogue ou de l'argent. Et ils arrivent à agripper la valise. L'un d'eux finit par ouvrir la valise et, horreur, un pied sort de la valise. Les plaisanciers s'aperçoivent également que des haltères sont accrochés au bagage. Face à cette découverte glaçante, les deux amis préviennent immédiatement les secours. La gendarmerie maritime intervient assez rapidement et la valise est transportée sur le port et sera ouverte à la morgue, à l'Institut médico-légal, de façon à ce qu'une autopsie du corps puisse être pratiquée. Alors, que vont révéler ces examens? Quelle est l'identité de la victime? Et pourquoi lui a-t-on réservé un tel sort? À la morgue de Lorient, les médecins légistes procèdent à l'ouverture de la valise. Ils distinguent tout d'abord une grande bâche en plastique. Il retrouve à l'intérieur le corps d'un homme en position fétale. Il a notamment les poignets et les chevilles attachés, et surtout il a quelque chose qui paraît un peu bizarre, une sorte de masque facial sur le visage. Ce corps a la tête bandée comme une momie. Évidemment, les médecins légistes procèdent à l'enlèvement des bandelettes de scotch qui entourent le visage. Le visage est bien évidemment déformé par le temps passé dans l'eau et par le temps qui s'est écoulé depuis la mort. La victime n'est pas identifiable et les experts sont également dans l'incapacité d'estimer son âge. Sur lui, on retrouve très peu de choses et on retrouve surtout une clé. Le lendemain de la découverte du corps, les résultats de l'autopsie tombent. On arrive à identifier qu'il y a un certain nombre de coups qui ont été portés sur cet homme. Sans qu'on en ait la certitude absolue sur le plan médico-légal, probablement il a été étouffé et il est mort des suites de cet étouffement. D'après les analyses, le corps aurait séjourné environ 1 mois dans l'eau. Alors que la piste criminelle ne fait aucun doute, une information judiciaire est ouverte pour assassinat le 21 juillet 2011. Les enquêteurs ont cherché à savoir si quelqu'un avait disparu à Lorient, sauf que cette piste n'a pas abouti. L'ensemble des fichiers des hôtels va être saisi, des écoutes téléphoniques vont être menées et l'ensemble des plaintes qui ont pu être portées vont être examinées. Mais ces investigations ne donneront rien et l'ADN de la victime ne correspond à aucun profil répertorié dans les fichiers nationaux. Après plusieurs mois d'enquête infructueuse,
Une mesure exceptionnelle est requise par la juge d'instruction. La restauration faciale, c'est quelque chose de très rare, qui habituellement est plutôt fait dans les funérariums pour préparer un corps. Et là, en fait, on l'a extrapolé pour pouvoir faire une diffusion dans la presse lorsqu'on a des affaires qui sont au point mort. Là, dans le cas présent, en fait, tout le visage était entouré de scotch, donc les traits du visage avaient été déformés, le nez avait été aplati. Les techniciens de l'Institut de recherche criminelle parviennent finalement à mettre un visage sur l'homme retrouvé dans la valise. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, type un peu méditerranéen, avec des cheveux bruns foncés, des sourcils assez massifs. Le portrait est alors diffusé dans la presse via un appel à témoins le 16 mars 2012, 8 mois après la découverte du corps. Alors, la victime sera-t-elle identifiée? Pourquoi sa disparition n'a-t-elle pas encore été signalée par ses proches? Et qui est l'auteur de ce meurtre sordide? Malgré les espoirs des enquêteurs bretons, l'appel à témoins n'apporte finalement aucune information probante. Dans l'impasse, ils décident d'explorer leur dernière piste, la clé retrouvée sur le cadavre. C'est une clé un peu spécifique qui a été réalisée, je crois, à quelques centaines d'exemplaires. Les gendarmes font un travail extraordinaire en recherchant systématiquement chez tous les serruriers de France qui a pu avoir travaillé sur cette clé, qui a pu modifier cette clé, qui a pu travailler sur cette serrure. En novembre 2012, l'acharnement des enquêteurs de la gendarmerie maritime finit par payer. Et bingo, on trouve un serrurier qui se souvient d'avoir travaillé sur cette serrure. Et on arrive à tirer doucement sur la ficelle. L'artisan se situe à près de 500 km de Lorient, en banlieue parisienne. Et par chance, il a gardé la facture de l'intervention, ainsi que la fameuse serrure, changée un mois auparavant. Lorsque les gendarmes y insèrent la clé, le mécanisme fonctionne parfaitement. Les enquêteurs, à partir de l'adresse donnée par le serrurier, vont aller dans un immeuble de la rue Boissy d'Anglas, à Paris. Interrogé par les gendarmes, le gestionnaire de l'immeuble assure que le locataire de cet appartement n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs mois. Après vérification, les empreintes digitales qui figurent sur ces papiers d'identité correspondent bien à celles du corps. Il s'agit d'un certain Farid, un franco-marocain de 55 ans. Et on dit à Paris, la famille elle est à Paris, dans un quartier populaire parisien. C'est des gens qui ont une existence normale, qui ne sont pas des gens très fortunés, et qui vivent dans ce milieu-là, populaire parisien depuis toujours. Farid, c'est quelqu'un qui ne pose pas de difficultés, qui ne gêne pas ses voisins, qui n'a pas de relation particulière avec eux, qui a une existence très très discrète. Grâce au bailleur de Farid, les enquêteurs vont faire une découverte capitale. Postérieurement à la date du décès de la victime qui a finalement été constatée par les enquêteurs, des lettres et puis des chèques ont été adressés par cette personne au cabinet de gestion. Ça intrigue beaucoup. Quelqu'un qui n'est pas recherché par sa famille, qui n'est pas recherché par ses proches, qui n'est pas recherché par son bailleur, qui continue à payer son loyer après sa mort. Et c'est vrai que c'est très étonnant. Les choses se passent exactement comme si on avait maintenu une apparence d'existence de Farid.
Mais ce n'est pas tout. En se renseignant sur le profil de Farid, les enquêteurs vont de surprise en surprise. C'est un des meilleurs indicateurs de la brigade de la répression du proxénétisme à Paris. D'ailleurs, au moment où on dit aux policiers que c'est Farid qu'on a identifié, les policiers qui le suivent régulièrement dans le cadre de son activité disent « Ah bah, on n'avait plus de nouvelles de lui depuis juin 2011 ». Farid ne vient plus au rendez-vous et les enquêteurs sont inquiets. Pour autant, s'agissant d'un indice, ils ne font pas de recherche officielle. Contactés par les enquêteurs bretons, les hommes de la BRP lèvent le voile sur la nature de leur arrangement avec Farid. Ils bénéficient d'une tolérance totale à l'égard du salon de massage, qui est en réalité un salon de prostitution qu'il exploite, rue Moncey, à proximité de la place de Clichy, de la rue d'Amsterdam. Alors la mort de Farid est-elle liée au milieu du proxénétisme? A-t-il été victime d'un règlement de compte? Et qui usurpe son identité depuis son décès? À Paris, les enquêteurs s'intéressent de près au salon de massage dont Farid était le protecteur. Les investigations révèlent que la gérante des lieux est une jeune femme de 28 ans, nommée Luna. Elle est présentée comme une jeune femme plutôt séduisante. Elle vient de la banlieue parisienne, elle vient du 78. Elle vient d'un milieu dur, elle est arrivée dans la prostitution assez jeune. Cela fait déjà quelques années que Luna travaille dans ce salon de massage. Et récemment, elle a racheté les parts à l'ancienne gérante. Et donc maintenant, c'est elle qui tient la baraque. Luna est elle aussi connue par les hommes de la BRP. La gérante du salon leur a cependant toujours affirmé n'être au courant de rien concernant la disparition de Farid. Elle va indiquer que Farid est un copain avec lequel elle a de bonnes relations et qu'elle n'est pas informée de son décès. Les gendarmes apprennent qu'une autre jeune femme travaillait au salon en juin 2011, à l'époque où Farid a disparu. Il s'agit de Virginie, une Bretonne de 25 ans. Virginie est une jeune femme d'une intelligence importante, qui est une jeune femme qui a souhaité avoir une vie cinématographique, on peut dire, en quittant l'Orient après le bac pour aller à Paris. Mais ses projets d'actrice vont vite prendre une autre tournure. Elle est tombée, mais pour un temps de quelques mois, dans la prostitution. Si le profil de Virginie retient l'attention des enquêteurs, un élément va particulièrement les intriguer. Il y a une coïncidence troublante, c'est que le corps a été repêché à Lorient et que Virginie donc, a de la famille, notamment son père, qui vit à Lorient. Au cours de leurs recherches, les gendarmes découvrent également que Virginie et Luna se sont rendus à Lorient à la date présumée du meurtre de Farid. Et ce n'est pas tout. En sollicitant les organismes bancaires, ils apprennent que c'est Luna qui règle les factures de la victime. Dans les éléments à charge importants, il y a évidemment le fait que Luna a continué à faire vivre, entre guillemets, administrativement, Farid. C'est-à-dire que le loyer est payé, une fuite d'eau dans son appartement de la rue Boissy-d'Anglas va donner lieu à un courrier rédigé de la main de Luna au syndic. Bref, tout est fait pour faire comme si Farid n'était pas mort.
Le 27 mai 2013, l'enquête prend une nouvelle dimension. Ce jour-là, l'identité du corps est dévoilée dans la presse. Placée sur écoute, Virginie va alors se livrer à d'étranges confidences. Dans cette conversation, en fait, il parle du fait que un corps a été retrouvé et surtout identifié. Ça fait référence à une conversation qu'ils avaient eue précédemment, tous les deux, dans laquelle elle lui avait avoué qu'elle avait fait une bêtise. On ressent au travers de cette écoute que Virginie est prête à parler. Alors, que vont révéler Virginie et Luna en garde à vue? Sont-elles impliquées dans le meurtre de Farid? Et dans quelles circonstances exactes l'homme de 55 ans est-il décédé? Le 28 mai 2013, presque 2 ans après la mort de Farid, Luna et Virginie sont placées en garde à vue à Paris, dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie. Contre toute attente, la jeune Bretonne se montre coopérative. Virginie va avoir un comportement tout à fait étonnant, c'est-à-dire qu'elle va très rapidement être dans une relation de confiance totale avec l'enquêteur. Elle va tout déballer et les enquêteurs vont même dire que c'était presque un monologue, ils n'avaient pas besoin de poser de questions. C'était un flux continu d'aveux. Selon Virginie, Luna aurait monté un stratagème afin d'éloigner Farid de son salon de massage et ainsi ne plus payer sa protection. Il y a une somme qui a été mentionnée qui est de 25 000 € par an. Apparemment, il devient de plus en plus gourmand et que de 25 000 €, il va réclamer 50 000. Refusant de lui verser cette somme, Luna lui aurait alors fait croire qu'il n'était plus protégé par la brigade de répression du proxénétisme. Très inquiet, Farid se serait rendu dans le salon de massage dans la nuit du 21 juin 2011. Il est en colère, il est stressé, il veut savoir si il est lâché par la brigade de répression du proxénétisme et si la police s'intéresse à mettre à mal son salon de prostitution. Virginie raconte qu'il y a une dispute violente entre Luna et Farid, que Luna prend un chandelier avec lequel elle frappe l'arrière de la tête de Farid, que Farid arrive à sortir dans la rue Moncey. Une course-poursuite s'engage, mais Luna parvient à ramener Farid au salon. Luna prend un câble d'imprimante, le passe sans qu'il ne s'en rende compte autour du cou de Farid en donnant l'autre partie du câble à Virginie. Chaque femme a un bout du câble d'imprimante et Luna dit à Virginie de tirer sur le câble, ce qui étrangle Farid. Alors que Farid respire encore, Virginie fuit la scène et laisse Luna seule avec le proxénète. Au bout de quelques minutes, la gérante ressort de la pièce. Elle a enrubanné la tête de Farid dans du scotch. Luna va revenir vers elle, lui dire que c'est fini. Et donc, ensemble, elles vont réfléchir aux moyens de se débarrasser du corps. Les deux femmes achètent une grande valise noire pour y placer le corps, enroulé dans une bâche en plastique. Elles décident ensuite de se rendre en taxi à Lorient, où habite Yannick, le père de Virginie. Le taxi
observe évidemment une valise très lourde que les deux femmes font péniblement rentrer dans le coffre. Ils demandent qu'est-ce que contient cette valise aussi lourde. Elles diront qu'il s'agit de vaisselle et qu'elles participent à un salon de la brocante à Lorient. Quand elles arrivent à Lorient, Virginie appelle son père et là, elle lui dit de venir l'aider, que quelque chose de grave s'est passé, qu'il faut qu'il vienne l'aider. Interpellé à son tour, Yannick confirme s'être occupé de la valise. Il a pris soin de récupérer des haltères, des cordages, et puis donc il se débarrasse du corps. Il a expliqué qu'il a fait le signe de croix au moment en fait, où il a mis la valise dans la mer. Luna, elle, va livrer une version bien différente. Avec aplomb, elle nie son implication dans la mort de Farid. Malgré ces dénégations, la gérante et Virginie sont mises en examen pour assassinat. Yannick est, quant à lui, poursuivi pour recel de cadavres. En fin d'instruction, le juge d'instruction estimera qu'il n'y a pas assez de charges pour reprocher le crime d'assassinat et renverra les deux femmes devant la cour d'assises du Morbihan pour meurtre. Alors l'audience permettra-t-elle d'obtenir toute la vérité sur la mort de Farid? Luna avouera-t-elle les faits? Et quel sera le verdict du tribunal de grande instance? Le procès des trois accusés, Virginie, Luna et Yannick, débute le 8 décembre 2016 devant les assises du Morbihan, à Vannes. Mais alors que l'audience s'ouvre, le banc des parties civiles reste désespérément vide. La famille de Farid n'a pas pu venir au procès. Ça a été une très forte frustration parce que sa mère était malade, elle était âgée et parce que son frère et sa sœur sont restés auprès de leur mère pour la soutenir dans ces moments qui étaient extrêmement difficiles. À cela s'ajoute une ambiance pesante dans le box des accusés. D'un côté, il y avait vraiment Virginie et son père qui étaient très proches. Et puis de l'autre côté, il y avait Luna. Et donc les deux jeunes femmes ne se regardaient pas, alors qu'elles avaient été très proches pendant des années. Au cours des témoignages, les activités obscures de Farid orientent les débats sur son profil de proxénète, et non sur celui de victime de meurtre. Il y a eu des moments où on a eu du mal, nous, les parties civiles, à nous faire entendre. Il a fallu même un moment qu'on quitte la cour d'assises, tellement les choses ont été dures. Appelée à la barre, Virginie décrit avec précision la scène de crime. Un témoignage diamétralement opposé à celui de sa coaccusée. Virginie raconte une version dans laquelle Luna joue un rôle important dans le meurtre qui est reproché, et Luna indique qu'elle est complètement ignorante de tout cela et qu'elle fait l'objet de fausses accusations de la part de Virginie. Elle est plutôt à l'offensive, Luna, pendant le procès. D'ailleurs, la présidente elle va même s'en étonner et essayer de la recadrer, puisque vraiment, elle est vraiment, ben non, je n'ai rien fait, voilà, elle en démord pas, elle n'est pas du genre à s'excuser. Pour Luna, Farid a été victime d'un règlement de compte lié au milieu du proxénétisme parisien. De son côté, Yannick, qui a agi pour protéger sa fille, s'excuse envers la famille de la victime. Virginie a toujours eu à cœur, tout au long de ce procès,
de préserver son père de l'horreur de ce qui avait pu se passer. Je crois que c'est peut-être ce qu'il y a de plus fort dans ce procès. Après 7 jours de procès et 3 heures de délibération, le verdict tombe. Luna est finalement condamnée à 12 ans de réclusion criminelle. Sa complice Virginie écope de 6 ans de prison et Yannick d'1 an avec sursis. Luna accueille le verdict de manière assez forte. Elle sanglote, c'est difficile à encaisser, on sent. Alors que du côté de Virginie, c'est plutôt la sérénité qui se lit sur son visage. Elle semble presque soulagée. Luna fait immédiatement appel. Le 8 novembre 2018, un deuxième procès a lieu aux assises des Côtes-d'Armor, à Saint-Brieuc. Sa condamnation à 12 ans de prison sera confirmée. Aujourd'hui, presque une décennie après les faits, Virginie, Luna et Yannick ont purgé leur peine et sont désormais libres. Pour autant, la famille de Farid doit continuer à vivre avec le poids de sa disparition. Vous savez, quand on perd son fils, quand on perd son frère, quand on perd sa sœur, il n'y a pas de peine assez lourde. Parce qu'aucune peine ne vous rendra celui que vous avez aimé. Ça, c'est une certitude.